Bonsoir à tous. Alors nous sommes dimanche 24 av 5785. Alors ce soir, on entre dans un sujet central de la cacheroute, le mélange lait et viande. C'est un gros morceau. On le traitera en plusieurs séances. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de poser les bases claires. Quand c'est interdit, pourquoi on parle de cuisson même sans feu direct, comment éviter les pièges du quotidien et quoi faire en cas d'erreur. Alors commençons déjà par l'origine. On fait toujours. Donc la Torah répète 3 fois l'interdit de Lo tevachel gedi bachalev imo. Tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère. Et nos sages en déduisent 3 interdictions différentes. D'abord, on n'a pas le droit de le cuire, on n'a pas le droit de cuire du lait avec de la viande, même si on n'a aucune intention de manger le résultat. Ensuite, on n'a pas le droit de manger un mélange lait-viande, cuit bien sûr. Enfin, on n'a pas le droit d'en tirer profit, c'est-à-dire de le vendre, de l'offrir à un goy, même à un non-juif, de le donner à un animal à manger, ou d'en tirer un quelconque avantage. Quand un tel mélange a été fait, on s'en débarrasse, c'est tout simplement. Alors, qui est concerné par cette interdiction? Alors, toute viande cachère, comme le bœuf et le mouton, et tous les produits laitiers, comme le lait, le fromage, le beurre, le yaourt, en venant d'animaux cachers. Pour le poulet, les autres volailles, la dinde, etc., l'interdit de consommer un mélange de lait et de dinde, par exemple, ou de poulet, est un interdit de nos chachamim. On verra les nuances des différents minhagim, différentes coutumes plus bas. Alors, mélanger une viande non cachère avec du lait de vache ou une viande cachère avec un lait d'un animal impur, par exemple du lait de truie, ne peut évidemment pas être consommé car indépendamment de la problématique des viandes, la viande non cachère ou le lait impur reste interdit à la consommation. Mais il faut savoir que j'ai le droit de les cuire ensemble et d'en tirer profit. Sur la raison profonde, de cet interdit lait et viande, personne ne peut prétendre ne connaître la raison. Ça fait partie de ce qu'on appelle les chukim. Ce sont les lois sans logique humaine. On les respecte uniquement parce que c'est la Torah, Kadosh Baruch Hu, qui nous l'a demandé. Certains donnent une explication un peu spirituelle. Ils expliquent que le lait qui provient du sang, à la base, qui est transformé en lait, et qui a changé de nature, donc, et que le mélange avec la viande lui ferait retrouver quelque chose de sa dureté, de sa cruauté originale qu'il y a dans le sang. Ce qui n'est pas bon pour la neshama, quoi, tout simplement. Mais le point principal reste simple. On observe, parce que c'est la mitzvah que nous a donnée à Kadosh Baruch. Alors, on utilise un mot pratique, que vous connaissez tous certainement, pour la cuisine, ça s'appelle parvé. Parvé, ça veut dire ni lait, ni viande. Voilà. Passons maintenant à ce que la halacha appelle cuire. Alors, on se rend compte qu'en pratique, beaucoup de situations comptent comme de la cuisson, ou au minimum comme un transfert de goût. En fait, dès qu'il y a de la chaleur, de la vapeur, de la graisse chaude ou de la pression, le goût circule d'un aliment à l'autre. Par exemple, faire revenir un steak au beurre, c'est un mélange interdit. Verser du lait chaud sur un morceau de viande, c'est considéré comme une cuisson, exactement comme si on les avait mis ensemble dans une marmite. A l'inverse, verser du lait froid dans une marmite de viande qui est encore chaude, c'est le même problème, c'est interdit, parce que la chaleur de la marmite déclenche le transfert de goût du lait à la viande et de la viande au lait. Le contact direct à chaud entre deux solides, imaginons une tranche de fromage fondant qui touche de la viande bien chaude, c'est interdit par décret de nos sages, car ce n'est parce que c'est pas une manière en vérité. Pourquoi c'est que interdit pour nous par rapport à nos rachamim, c'est que c'est pas une manière de cuire ainsi, mais le goût passe quand même de l'un à l'autre. Alors les couteaux maintenant. Le couteau, une attention particulière. Si on coupe de la viande chaude avec un couteau qui a servi à couper du fromage par exemple, alors la chaleur de la pression de la lame font passer le goût du lait dans la viande. Dans un cas pareil, le couteau devrait être cachérisé bien sûr, et on enlèvera une fine épaisseur là où la lame a touché la viande, on découpera une fine épaisseur.
La morale est simple, on garde les couteaux dédiés, un pour le lait, un pour la viande, enfin des couteaux de viande et des couteaux de lait. Et on évite de couper les aliments à chaud avec le mauvais couteau. Couper sur du froid, c'est moins grave, mais ce n'est pas une bonne habitude à prendre de mélanger les rôles et les ustensiles. Voilà, parce qu'après on risque d'en arriver à transgresser. Même sans feu, certaines situations sont traitées comme de la cuisson. Par exemple, tremper du lait et de la viande ensemble pendant 24 heures dans un même récipient, même au frigo, c'est interdit, car le temps finit par faire circuler le goût comme une cuisson lente. Saler ensemble du lait et de la viande froide, ils sont les froids tous les deux, peut créer le même effet. Le sel fait pénétrer le lait dans la viande ou la viande dans le lait. En revanche, si ma bouteille de lait s'est déversée entièrement dans le bac du frigo qui contenait, je sais pas moi, des steaks et du jarret, pas de problème, tant que je suis encore dans les 24 heures, je peux simplement bien rincer ma viande, voilà, et à ce moment-là, il n'y a pas de problème de cache-croûte. Alors on me demande souvent, et le sandwich viande-fromage? Si un des deux est chaud, alors bien sûr, évidemment, on est dans la logique de cuisson, et c'est donc un interdit, même si ça ne cuit pas vraiment. Même s'ils sont tous les deux froids, nos chachamim m'ont malgré tout interdit de les mélanger ensemble. Si on doit maintenant enchaîner des plats, donc on mangera, ça on connaît tous, d'abord le lait, puis la viande, jamais l'inverse, et évidemment pas en même temps. Par exemple, on veut prendre une salade à la feta en entrée, puis rincer la bouche, mâcher un petit morceau de pain, rincer sa bouche, ou un légume cru, vérifier ses mains, et ensuite seulement passer à manger son steak. L'inverse, viande puis lait, demande d'attendre une attente habituelle. On sait très bien, entre la viande et le lait, on attend, chez les Sfaradim, 6 heures, et chez beaucoup d'Ashkenazim aussi. Bon, il y a d'autres coutumes, il y en a qui disent 3 heures, il y en a qui disent 1 heure seulement, chez les Hollandais. Alors, un petit mot quand même particulier sur le travail d'un cuisinier qui serait amené à travailler dans un restaurant non cachère. Alors, en vérité, un juif ne peut pas participer à la cuisson d'un mélange lait-viande, comme on l'a expliqué. On n'a pas le droit de les cuire ensemble. Même s'il ne le goûte jamais. Allumer ou augmenter le feu, enfourner, remuer, couvrir avec une casserole, tout cela, avec le couvercle en fait, tout cela entre dans la catégorie de faire cuire. Même cuire de la viande dans une casserole où on a cuit du lait précédemment, ou l'inverse, pose problème, car les ustensiles absorbent les goûts. On comprend vite que ce serait invivable de cuisiner correctement dans un tel contexte, sans enfreindre quelque chose. Et en plus, cela peut créer la confusion chez des gens qui verraient la situation et qui penseraient que peut-être c'est cachère s'ils voient que c'est un juif qui cuisine. Le plus simple, le plus propre, c'est de travailler dans une cuisine cachère. Mais par exemple, un étudiant, cuistot, qui va apprendre le métier de cuisinier, il travaille chez le nôtre par exemple, d'accord, et on lui demande de cuisiner un steak avec du beurre, alors il pourra dire, moi je préfère cuisiner un steak de porc avec du beurre, ou bien un steak de poulet avec du beurre, mais pas un steak de vache avec du beurre, un steak de bœuf avec du beurre. Alors on pourrait croire que la poubelle c'est hors radar. Ben non, verser de la graisse ou de la viande bien chaude sur une part de pizza au fromage qui traîne dans la poubelle, c'est quand même une cuisson, simplement parce que la chaleur et la graisse vont faire circuler le goût. La bonne habitude à prendre, c'est de ne jamais verser à chaud sur des restes de l'autre catégorie. Même si on n'est pas censé les consommer. Alors ce n'est pas le cas de l'évier, parce que l'évier, même si je verse du lait chaud sur des petits morceaux de viande qui seraient restés comme ça au fond de mon évier ou dans l'égout, enfin dans les tuyaux, c'est pas interdit. Parce que c'est pas récupérable du tout. Maintenant, si on s'est trompé, si on a cuit par erreur du lait et de la viande ensemble, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, comme on a expliqué, on ne peut pas en profiter, donc on s'en débarrasse tout de suite pour éviter que quelqu'un le mange plus tard, parce que par exemple, ça sent bon. Il va sentir une bonne odeur de pizza au fromage avec de la viande, il a envie, hop, alors on s'en débarrasse tout de suite. En parlant d'odeur, profiter de l'odeur d'un mélange interdit n'est pas une bonne idée non plus, on n'a pas le droit. Dans le monde industriel, il existe des aliments pour animaux, par exemple, qui sont cuits à la vapeur avec du lait et de la viande dans des étuves. Alors certains
certains khamim interdisent de les acheter, de nourrir nos animaux avec. D'autres sont plus souples. Voilà. Mais quand on a le choix, on évite, c'est toujours mieux. Revenons au cas du poulet. Manger du poulet avec du lait ou du fromage est interdit par décret de nos khamim. Par contre, profiter de ce mélange est moins strict que pour le bœuf. Chez les Sfaradim, on trouve l'autorisation de cuire du poulet ailé pour nourrir des goïms, par exemple, comme j'ai expliqué tout à l'heure pour le cas du cuistot, sans le manger soi-même, évidemment. Mais il faut savoir que la marmite ne sera plus, on ne pourra plus utiliser cette marmite pour ensuite cuire de la viande, parce qu'elle aura absorbé quand même du lait. Chez les Ashkénazim, certains interdisent même de cuisiner ensemble par crainte de confusion, ce qu'on appelle maritaïn, et d'autres le permettent. La règle pratique, c'est suivre sa coutume ou demander à son rav. Nous, les Sfaradim, comme on a expliqué, on a le droit de le faire, mais on essaye d'éviter quand même, évidemment, dans nos maisons en tout cas. Concernant le petit lait, c'est-à-dire, vous savez, le petit lait, c'est le liquide qui reste après la fabrication du fromage ou du beurre, ou le lactosérum. On évitera de cuire de la viande avec, bien que cela ne soit pas appelé du lait à 100%. Parlons maintenant du poisson. Alors, on ne mange pas du poisson et la viande, on ne cuisine pas du poisson et de la viande en même temps, on ne les mange pas ensemble, car nos sages y ont vu un risque pour la santé. Si on veut prendre du poisson en premier plat et de la viande en second, alors on se rince la bouche, on mâche un petit morceau de viande, de pain avec des légumes, voilà, on mâche un petit morceau de pain ou de légumes, et on vérifie ses mains avant de passer à la viande. Alors, pour le poisson et le lait, c'est un grand sujet. Alors, les usages divergent. C'est les Ashkénazim, c'est en général permis, ils ont le droit. Tandis que chez nous, les Sfaradim, souvent on évite le poisson avec du lait ou du fromage. Il y en a qui sont plus cool avec le beurre, par exemple. Concrètement, une pizza au fromage avec du thon ou du saumon ou des anchois, on ne fait pas beaucoup ça chez les familles sfarades, même s'il existe des variations locales. Bien que je ne vous cache pas qu'après avoir étudié cette problématique lait-poisson en profondeur, ça reste quand même assez difficile d'interdire clairement ce mélange. Mais bon, comme on a pris l'habitude, on a l'habitude de ne pas le mélanger, on garde cette habitude. Voilà. Le pain. Alors le pain, c'est un grand piège. C'est le grand piège de la table parce qu'il attrape tout ce qu'il touche. L'idéal est d'éviter que le pain touche de la viande ou du fromage pour s'en servir ensuite dans l'autre catégorie. Par exemple, si je mange du pain à table, je mange du pain avec de la viande, je ne vais pas ensuite récupérer ces morceaux de pain pour ensuite les manger avec du lait. Les petits morceaux de pain qui traînent sur la table pendant le repas de lait ne repartent pas sur un repas de viande suivant, et inversement. On les met de côté pour éviter la confusion. Un pain entier qu'on tranche proprement avec une planche à pain clair, avec un couteau à pain clair, on peut par contre se resservir si on a l'habitude de garder les mains propres et le couteau propre. En présence d'enfants qui touchent partout, mieux vaut éviter. Le pain prédécoupé qu'on achète en sachet, là, vous savez, les pains de mie, etc., ne deviennent pas automatiquement lait ou viande. Pourquoi ? Parce qu'une tranche aurait touché quelque chose. Car en général, on fait attention en se servant de ne pas salir les autres tranches. Une question fréquente concerne la challah de Shabbat. Alors, on ne va pas prendre une challah de Shabbat, et on va la réchauffer au-dessus de casseroles de viande si on pense bien sûr à la manger avec du lait, car la vapeur de la casserole risque d'imprégner la challah. On va préférer la poser sur une bouilloire parvée, par exemple. Ou peut-être mettre une feuille d'aluminium entre la marmite et la challah. Mais s'il y a de la vapeur qui se dégage de la marmite, forcément elle va atteindre la challah et le problème reste entier. Un petit rappel d'ailleurs, entre parenthèses, on évite de réchauffer une challah sur les marmites de Shabbat quand la challah, il y a du givre dessus. Parce qu'on rentrerait dans une problématique de cuisson. Voilà. Et puis non plus, on n'a pas le droit de glisser une challah complètement sous une grosse couverture qui est sur la marmite, qui garde trop la chaleur, parce qu'on rentre dans d'autres problématiques de ce qu'on appelle atmana, d'enfouir le manger. Donc ça n'a rien à voir tout ça avec les viandes. Alors, si j'ai du pain qui a été sur la table, un morceau de pain qui a été sur la table, où il y a eu de la viande par exemple, où il y a eu du lait, pardon, est-ce que si ensuite je vais manger de la viande, je dois attendre 6 heures pour manger ce pain ? Non.
j'attends pas 6 heures. Si je ne vois pas qu'il y a dessus vraiment de la viande ou de la graisse de viande, je n'attends pas 6 heures. Je peux le manger immédiatement. Oui, c'est ça. Voilà, ou des traces, je n'attends pas 6 heures. De même, si une tranche qui était sur la table d'un repas de lait peut être mangée dans les 6 heures qui suivent un repas de viande. C'est ce qu'on a expliqué. Voilà. Alors, terminons avec ce qu'il y a sur la table. Salade, houmous, mayonnaise, salière et sauce. Donc, si chacun se sert dans des saladiers, comme des gens civilisés, avec une fourchette et une cuillère qui est parvée, qui est sur la table, qui est mise dans les raviers, et que chacun se sert avec ça, alors il n'y a pas de problème. Par contre, si chacun se sert avec sa propre assiette, son propre cuillère, qu'il va utiliser ensuite dans son plat, il y a de fortes chances qu'on va retrouver de la viande dans les différents raviers. Et donc ces salades-là, elles vont devenir basari ou khalavi en fonction du repas qu'on aura consommé. Pour les salières. Alors les salières, c'est un peu particulier. Donc si on a des salières ouvertes, vous savez comme on utilise en général le Shabbat, là, les deux salières où on trempe le pain. Alors, si on s'en sert pour mettre, évidemment, donc si on met les doigts dedans, alors forcément, la salière, elle va forcément à un moment ou à un autre être imprégnée de gras ou de goût de viande. Par contre, si on a des salières qu'on secoue, salières de table qu'on appelle, ces salières fermées, donc on secoue, en théorie, on pourrait l'utiliser pour la viande et pour le lait, à des moments différents, mais en général, c'est comme ça qu'on fait en général, on préfère tout de même avoir deux salières séparées, surtout si on a l'habitude de saler directement les marmites, par exemple au-dessus de la casserole, car la vapeur fait remonter le goût de viande ou de lait et le fait remonter directement dans la salière. Le ketchup, d'accord, on va dire que ça suit la même logique, surtout si on a l'habitude de mettre du ketchup, par exemple, directement sur des plats qui sont encore très chauds. En principe, on peut s'en servir, mais on évite pour éviter toute ambiguïté. Par rapport à la chaleur, pour donner un repas pratique, pour la température, sans entrer dans les détails techniques, dès que c'est vraiment chaud au point où on n'a pas envie de garder la main sur la chaleur, ça s'appelle Yad Soledetbo, c'est au-dessus de 42 degrés, on considère que le goût va passer d'un aliment à l'autre. Tiède ou froid, c'est moins problématique, mais ça n'autorise pas tout. Par exemple, si ça a mariné longtemps, 24 heures, ou bien s'il y avait du sel ou de la graisse ou de la vapeur, voilà, la vapeur compte comme un contact actif. Et cette vapeur peut, même si on a une marmite qui va séparer l'un et l'autre, être considérée comme faisant un contact. Voilà, par exemple, un couvercle placé au-dessus d'une casserole peut recevoir et transmettre les goûts à cause de la vapeur de la casserole qui va émaner de la casserole. Voilà, le cœur de ce premier cours, c'était un peu long, je vous avais prévenu. Donc, 3 grandes idées à emporter. Alors, on ne cuit pas, on ne mange pas, on ne profite pas d'un mélange de lait-viande. D'accord ? Ça, c'est la première idée. La chaleur, la vapeur et la pression font circuler les goûts, donc on protège nos ustensiles et on garde des habitudes claires, pas de mélange lait-viande. Et enfin, on fait attention aux détails de la table, les pains, les condiments, les salades, etc., le service, comment on se sert, car c'est souvent là que se jouent les erreurs. Voilà, Bezrat Hashem, la prochaine séance sera encore assez pratique. À fond, on verra comment on organise sa cuisine.